Il y a un sentiment de frustration à l'intérieur du Likoud depuis déjà plusieurs semaines. Ils ont le sentiment que Benyamin Netanyahou a beaucoup cédé à ses alliés et que donc eux n'auront que les miettes. Le meilleur exemple, c'est le ministère de l'Éducation, du fait que Benyamin Netanyahou, en quelque sorte, coupé le ministère de l'Éducation en plusieurs bouts, en tout cas donné des compétences à 4 ministres. Eh bien, Miri Regev finalement refuse. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Philippe Velilia, qui devait être notre second invité ce matin et qui prend la première place, donc naturellement. Philippe, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. On a véritablement le sentiment que Benyamin Netanyahou se heurte à de nombreux obstacles sur la voie de la formation de cette coalition gouvernementale. Après avoir réglé apparemment les problèmes avec ses principaux partenaires, eh bien maintenant les problèmes viennent du Likoud et on voit que Netanyahou fait plusieurs zigzags, en particulier avec la nomination du président de la Knesset. Ça doit être Yariv Levin. Et ce matin, des rumeurs faisaient état de tensions entre Yariv Levin et Benyamin Netanyahou. Oui, tout à fait. Donc, c'est à l'intérieur du Likoud que les choses se passent parce qu'il y a un sentiment de frustration à l'intérieur du Likoud depuis déjà plusieurs semaines. Ils ont le sentiment que Benyamin Netanyahou a beaucoup cédé à ses alliés et que donc eux n'auront que les miettes. Le meilleur exemple, c'est le ministère de l'Éducation, du fait que Benyamin Netanyahou, en quelque sorte, coupé le ministère de l'Éducation en plusieurs bouts, en tout cas donné des compétences à 4 ministres. Eh bien, celle qui était proposée pour ce ministère, la membre du Likoud, la députée du Likoud, Miri Regev, finalement refuse. Donc voilà, c'est le genre de geste de mauvaise humeur. Il y a également des tensions très importantes entre les membres du Likoud et 2 collaborateurs proches de Benyamin Netanyahou, qui ne sont pas connus du grand public, qui sont ses collaborateurs en interne, et qui apparemment dévoileraient un peu trop les conversations, et donc a créé des tensions avec les membres du Likoud. Alors effectivement, il y a eu la semaine dernière une discussion extrêmement serrée entre Yair Levin et Benyamin Netanyahou. C'est d'autant plus surprenant que Yair Levin est un très proche de Benyamin Netanyahou, le plus proche, c'est vraiment son homme de confiance, et il lui proposait d'accepter le ministère de la Justice et au sein de ce ministère de mener les réformes proposées pendant la campagne et de les mener à un train d'enfer en quelque sorte, à savoir le contournement des décisions de la Cour suprême, à savoir la procédure de nomination des juges, ce genre de choses, donc des réformes extrêmement importantes et qui changeraient vraiment la nature du système juridique en Israël. Mais Benyamin Netanyahou n'est pas prêt à le faire et en tout cas à le faire rapidement. Pourquoi ? Parce qu'il sait que sur ces questions, il risque d'abord de braquer une partie du public israélien. Il y a un sondage la semaine dernière de l'Institut israélien pour la démocratie qui le montrait, mais surtout, il sait que ces réformes vont être scrutées par ses partenaires occidentaux, les États-Unis en premier lieu, mais aussi l'Europe, et que donc Israël pourrait être accusé de sortir de l'état de droit, en tout cas de ne plus être ce qu'il proclame en permanence, à savoir la seule démocratie du Proche-Orient. Donc on serait dans cette configuration. Et Benyamin Netanyahou n'a absolument pas envie de se laisser enfermer. Donc, de facto, le reproche qui est fait à Benyamin Netanyahou, c'est justement d'avoir orchestré toute cette coalition pour essayer de se sortir de son procès. Or, là, vous êtes en train de nous dire que Benyamin Netanyahou, loin d'envisager une opposition comme celle-là, eh bien, est en train justement de tempérer un homme comme Yariv Levin qui voudrait multiplier les réformes au sein du monde de la justice, en particulier dans la nomination des juges de la Cour suprême en particulier. C'est ça ? Oui. Ce qui est vrai, c'est que Benyamin Netanyahou, en fait, voudrait faire ces réformes, mais les faire de façon plus lente, plus posée. Il avait évoqué il y a quelques semaines que, par exemple, pour la loi de contournement des décisions de la Cour suprême, ça se fasse dans le cadre d'une vaste concertation. Alors, sans doute qu'il pense qu'on consulterait l'opposition, effectivement, mais aussi des personnes du métier, pour faire passer un petit peu ce changement qui serait quand même un changement majeur puisqu'il n'y aurait plus de contrôle de constitutionnalité des lois en Israël. Voilà, il est soucieux de l'image d'Israël, il est soucieux également de montrer qu'il ne cède pas à ses extrémistes, auxquels il a quand même beaucoup cédé
dans les négociations avec ses alliés. Concrètement, on a véritablement le sentiment que Binyamin Netanyahou risque d'être pris par le temps. C'est-à-dire qu'on voit que le président Herzog ne lui a confié un mandat renouvelé que de 10 jours, comme s'il voulait lui dire ne perdez pas votre temps, réglez les problèmes le plus rapidement possible pour commencer à travailler et à former ce gouvernement. Et on voit que Binyamin Netanyahou, même au sein du Likoud, eh bien, il risque de se retrouver avec une sorte d'opposition interne s'il ne satisfait pas aux exigences de ses députés? Oui, tout à fait. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il pensait changer la loi qui permet à 4 députés de faire scission et de former un groupe parlementaire indépendant, parce qu'il y a justement 4 députés Likoud qui ne sont pas du tout contents de lui. Et il voudrait revenir au système antérieur où il faut un tiers d'un groupe parlementaire pour faire scission. Donc, il est vraiment dans une situation qui est quand même assez nouvelle pour lui. On peut parler d'une véritable fronde à l'intérieur du Likoud. Pas plus tard qu'hier, il y avait même des membres du Likoud qui disaient que le groupe devait voter pour les propositions au poste de différents ministres. C'est-à-dire que le Likoud voudrait reprendre un peu les membres de la Knesset, les députés Likoud, voudraient reprendre un peu le pouvoir par rapport à Binyamin Netanyahou, et ça, il n'est absolument pas habitué. D'où ça vient cela? Est-ce que c'est une sorte de signe de faiblesse qui a été constaté face aux négociations avec les autres partenaires de la coalition, et qu'on se dit finalement au Likoud, si Binyamin Netanyahou a cédé envers nos partenaires, pourquoi ne céderait-il pas aussi avec nous? Oui, il y a ça, et puis il y a le fait surtout qu'il pense qu'il a mal négocié, à savoir que les partenaires du Likoud auraient été obligés de toute façon de signer un accord de coalition, qu'il n'était pas obligé de leur donner autant de postes et surtout de couper les ministères en 2, en 3, en 4. Et donc à partir de là, ils considèrent qu'ils sont les perdants de l'opération, et il voudrait rappeler à Binyamin Netanyahou que ce sont eux le groupe majoritaire, députés sur 64 de la coalition, et donc il leur revient des ministères importants. Alors justement, dans ce genre de conjoncture, est-ce qu'on peut envisager que, au bout du compte, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, lundi, mardi prochain, eh bien Binyamin Netanyahou n'arrive pas à former sa coalition gouvernementale, qu'il y ait, on va dire, au moins 4 rebelles qui lui refusent la confiance de ce gouvernement? Écoutez, c'est peut-être envisageable, ce serait une véritable crise, et une crise institutionnelle, parce que ensuite le président de l'État peut remettre le mandat à un autre député ou bien la Knesset reprenne son pouvoir, et là, à partir de ce moment-là, n'importe quel député qui réunit 61 signatures peut devenir Premier ministre. À mon avis, on n'en est pas encore là. Binyamin Netanyahou fera les compromis nécessaires, sans doute que les membres du Likoud aussi feront les compromis nécessaires. Le problème, ce sont ses alliés. Si jamais il revenait sur les accords, on sait que ses alliés sont extrêmement durs, ils se sentent le vent en poupe, et donc ils ont des exigences tout à fait extraordinaires. À partir de là, je crois que Binyamin Netanyahou va vivre jusqu'au 21 décembre, date limite de son mandat. Il va vivre des heures difficiles. Alors peut-être qu'il a des fusibles, il va peut-être se débarrasser de ses conseillers qui suscitent l'ire des députés du Likoud. Il a sans doute d'autres solutions. C'est quand même un homme politique expérimenté, mais c'est quand même la première fois que Binyamin Netanyahou est confronté à une crise au sein de son propre parti. Et ça, c'est intéressant à noter, sans doute pour l'avenir. Est-ce que c'est envisageable de dire que Binyamin Netanyahou pourrait ne pas parvenir à former un gouvernement, et que cela permettrait par exemple à Benny Gantz de reprendre la main, de négocier par derrière avec des partis orthodoxes et d'essayer de former un gouvernement alternatif? Écoutez, sans doute que Benny Gantz y pense. Ce serait d'ailleurs le seul qui pourrait prétendre à cela. Ce serait le seul à qui le président pourrait confier un mandat, mais encore faudrait-il qu'il ait l'assurance que Benny Gantz puisse réunir une majorité. À mon avis, ça n'est pas encore d'actualité. Mais ça pourrait l'être, alors peut-être pas maintenant, mais à l'occasion des crises gouvernementales qui ne manqueront pas de se produire. Parce que si je crois qu'à la fin, Binyamin Netanyahou finira par former un gouvernement et qui prêtera serment devant la Knesset, je crois que très vite, on aura des crises importantes. D'abord, la structure même du gouvernement dispose à des crises. Parce que quand vous coupez les ministères en plusieurs morceaux, lorsque vous donnez des compétences à celui-ci, à celui-là, ça crée ensuite d'énormes conflits internes. Et donc, on peut s'attendre à ça. Et à partir de là, peut-être qu'un jour, le Likoud aura peut-être envie de changer de configuration. Binyamin Netanyahou lui-même, d'ailleurs, en se débarrassant de ses extrémistes, par exemple.
Et est-ce qu'on peut envisager que le Likoud veuille se débarrasser de Netanyahou, tout simplement aussi? Est-ce que ça, c'est... Peut-être qu'à un moment donné aussi, on sait que plusieurs y pensent. Les 4 députés auxquels je faisais allusion, sans doute, en ont très envie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Binyamin Netanyahou, s'il a tant cédé à ses partenaires et qu'il veut tant former ce gouvernement, c'est parce qu'il veut se sortir de son procès. À partir du moment où il sera sorti de son procès, toutes les hypothèses sont envisageables, y compris le fait qu'il se retire très spontanément. Mais là, justement, cette dernière phrase que vous venez de dire, Philippe, semble aller en contradiction avec justement son approche, on va dire, plus modérée, plus tempérée de réformes concernant le système juridique israélien. Oui, mais ces réformes sont des réformes globales. Lui, c'est un procès très précis. Donc, à partir de là, il pourrait y avoir aussi un changement de l'acte d'accusation. Si jamais, là, par exemple, la conseillère juridique du gouvernement est remplacée, ça peut être des micro-changements qui l'aideraient lui. Le reste, c'est des macro-réformes qui n'ont pas forcément une incidence immédiate sur son procès. C'est ça, parce que... Je crois que c'est plutôt vers ce type de scénario qu'on se dirige. On peut envisager, quel cas de figure pourrait permettre à Binyamin Netanyahou de se débarrasser, comme vous dites, de ce procès ou de se libérer de ce procès concrètement aujourd'hui? Parce que lui-même, on n'a pas vraiment le sentiment qu'il prend des démarches, des initiatives qui vont dans ce sens aujourd'hui. Oui, mais vous savez, si par exemple la conseillère juridique du gouvernement est remplacée, si le procureur général de l'État est remplacé et qu'il change l'acte d'accusation et que cela conduise, par exemple, à exclure les charges qui pourraient le conduire en prison, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le risque qu'il court, et que ce serait, par exemple, des accusations beaucoup plus mineures qui lui permettraient de passer un accord avec la justice, où il s'engagerait justement à quitter le gouvernement et à payer une amende, par exemple, ou avoir une peine de substitution. Ça, c'est le genre de scénario qui est envisageable. Eh bien, Philippe Velilia, on a encore environ une dizaine de jours, c'est cela? C'est-à-dire il reste environ... Jusqu'au 21 décembre, jusqu'au mercredi 21 décembre. Jusqu'au mercredi 21 décembre, et il y a encore une possibilité de rallonge parce que c'est la date à laquelle Binyamin Netanyahou doit avoir dit au président de l'État qu'il avait entre les mains la formation d'un gouvernement. Il peut encore, je pense, d'après la loi aussi, prolonger pendant encore quelques jours supplémentaires pour présenter... Parce que le président lui a donné 10 jours au lieu de 14. Donc, il y aurait effectivement un scénario assez curieux, je crois que ça n'est jamais arrivé, où finalement il resterait 4 jours de supplément. On arriverait d'ailleurs à la fin de la fête de Hanouka, et là ce serait un nouveau miracle, ouais. à savoir la formation de ce gouvernement dont on n'aurait jamais pensé que c'eût été aussi difficile, compte tenu du résultat des élections. Eh bien, Philippe Velilia, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces, justement, puisqu'on parle de Hanouka, de nous avoir éclairé de votre analyse politique sur cette situation effectivement très complexe de formation du gouvernement de Binyamin Netanyahou, de sa relation avec les députés du Likoud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.